Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder ensemble la lecture et le déchiffrage des graphiques. C'est un type de document que vous allez beaucoup rencontrer au cours de votre scolarité, dès la sixième, et vous le retrouverez régulièrement en mathématiques, évidemment. Vous le retrouverez aussi en SVT, et personnellement, je vais utiliser les graphiques en quantité astronomique dans mes cours. Vous les retrouverez aussi en physique-chimie ou en histoire-géo. Bref, ils vont vous poursuivre dans presque toutes les matières. Il est donc très important de savoir comment ils sont faits, ce qu'ils représentent et comment on les lit. Donc on y va. Alors d'abord, c'est quoi un graphique? Quels sont les éléments qu'on retrouve régulièrement dans un graphique? Eh bien, à la base d'un graphique, on a toujours deux axes, c'est-à-dire deux droites ou deux demi-droites qui se croisent perpendiculairement et qui représentent chacune une variable, la plupart du temps chiffrée. L'axe représenté en bleu ici s'appelle l'axe des abscisses. Sur cet axe, on va pouvoir représenter une première variable. Ce sera souvent le temps en SVT. L'axe vert, lui, s'appelle l'axe des ordonnées. Sur l'axe des ordonnées, on peut représenter une deuxième variable différente de la première. Ces axes sont la plupart du temps gradués, c'est-à-dire qu'ils sont recouverts d'une graduation régulière qui permet d'afficher la succession des valeurs de chaque variable. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu abstrait tout ça, mais rassurez-vous, je vais vous montrer des exemples rapidement. Face à l'axe des abscisses et à celui des ordonnées, on trouve des points qui sont reliés entre eux par une courbe. Enfin, le graphique a toujours un titre. Voilà les éléments qui reviennent le plus souvent dans un graphique. Je vous propose maintenant de nous pencher sur chacun d'entre eux et de voir comment les lire et comment ils fonctionnent les uns avec les autres. Commençons par les axes. On l'a déjà dit, les axes sont toujours placés perpendiculairement l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'ils se croisent en formant un angle droit à 90 degrés. L'axe des abscisses est souvent celui qui est représenté en bas. L'axe des ordonnées est souvent celui qui monte vers le haut. Il peut y avoir des exceptions, on va le voir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir repérer les abscisses et les ordonnées dans un graphique. Il faut connaître ces deux termes par cœur et ne pas les confondre. Sur l'axe des abscisses, quelle que soit la variable représentée, la plus petite valeur est toujours placée à gauche et la plus grande à droite. La flèche au bout de l'axe donne son sens. Même chose pour l'axe des ordonnées. Ici, la plus petite valeur est en bas et la plus grande est en haut. La plupart des graphiques que vous allez croiser dans votre scolarité seront dans cette configuration. C'est la configuration classique du graphique, avec l'axe des abscisses en bas et l'axe des ordonnées qui monte vers le haut. Mais attention, d'autres configurations existent. Ici, l'axe des ordonnées peut être placé à droite du graphique au lieu d'être à gauche. Quelquefois, vous le retrouverez aussi au centre. L'axe des abscisses n'est pas figé non plus et peut être déplacé en fonction des besoins. En fait, toutes les configurations sont possibles en fonction de ce que vous voulez représenter. Les axes peuvent être positionnés librement, tout dépend de ce qu'on souhaite représenter sur son graphique. Néanmoins, n'ayez pas peur, la configuration que vous rencontrerez le plus souvent est celle que je vous ai présentée au début. Maintenant, voyons quelques exemples. Voici un graphique que j'utilise en sixième avec mes élèves. On retrouve les deux axes, mais aussi les points, qui sont représentés sous forme carrée ici, la courbe qui les relie, et le titre qu'on trouve en haut. La variable représentée sur l'axe des abscisses, en bas, c'est le temps, en jours. La variable représentée sur l'axe des ordonnées est la taille des phasmes que j'élevais l'an dernier dans ma salle de classe. L'unité utilisée est le centimètre. Sur ce graphique, les deux axes représentent des variables complètement différentes. Cette fois, en abscisse, on a la température de l'air en degrés Celsius. En ordonnée, on a la durée de l'activité journalière du blaireau en heures par jour. Un dernier exemple, sur celui-ci, en abscisse, on a le temps sur une année. Chaque graduation correspond à un mois de l'année. En ordonnée, on retrouve cette fois la température de l'air, toujours en degrés Celsius. Maintenant, penchons-nous sur le titre. Entre les axes et le titre, la transition n'est pas très subtile, mais vous allez voir en fait, il y a un rapport très important entre le titre et les axes du graphique. Déjà, le titre, il donne des informations capitales sur le graphique.
Mon conseil, c'est de toujours commencer par lire le titre du graphique, s'il y a un titre, avant de regarder quoi que ce soit d'autre. Le titre du graphique, il est souvent formulé d'une façon bien particulière. On dit généralement que le graphique représente la variable en ordonnée en fonction de la variable en abscisse. Quelques exemples pour illustrer ça. Le graphique de tout à l'heure, il se nomme graphique représentant la taille des phasmes en ordonnée en fonction des jours de mesure, c'est-à-dire du temps en abscisse. Celui-ci, il se nomme graphique représentant la durée de l'activité journalière du blaireau en ordonnée en fonction de la température moyenne du jour en abscisse. À nouveau pour changer, ce graphique se nomme graphique représentant la masse de bois en ordonnée en fonction du temps en année en abscisse. C'est très important de se souvenir de ça. Quand vous avez le titre, finalement, vous savez déjà ce qui sera représenté sur l'axe des ordonnées et sur l'axe des abscisses. Et inversement, si vous avez un graphique sans titre, à partir des axes, vous pouvez nommer le graphique sans risquer de vous tromper. Un exemple, ce graphique a l'air bien compliqué, mais sans même regarder la courbe ou les points, je sais déjà que ce graphique représente le pourcentage de rayons du soleil traversant l'atmosphère en fonction du temps en année. Toute petite parenthèse, vous remarquerez que les titres des graphiques sont régulièrement assez longs. On continue avec la courbe et les points. Alors ça, c'est le cœur du graphique. La courbe représente la variation de la variable 2 en fonction de la variable 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Un premier exemple pour comprendre, ici la courbe est croissante, c'est-à-dire qu'elle s'élève au fur et à mesure qu'on progresse sur l'axe des abscisses de gauche à droite. Ça veut dire que la taille des phasmes en ordonnée augmente au fur et à mesure du temps qui passe en abscisse. La courbe représente bien la variation des ordonnées, la taille des phasmes, en fonction des abscisses, le temps qui passe. Sur ce second graphique, là c'est déjà plus compliqué. Si on suit l'axe des abscisses de gauche à droite, on voit d'abord la courbe s'élever, elle est croissante. Aux alentours de 15 degrés, elle atteint un maximum, puis se met à devenir décroissante. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça signifie que l'activité journalière des blaireaux, en ordonnée, augmente avec la température jusqu'à 15 degrés. Au-delà de 15 degrés, l'activité des blaireaux diminue progressivement. Dit autrement, quand la température augmente, l'activité des blaireaux aussi, mais seulement jusqu'à 15 degrés. Au-delà, l'augmentation de la température a un effet négatif sur l'activité des blaireaux. Dit encore autrement, les blaireaux ne supportent pas les températures trop basses ou trop élevées. Leur température idéale de prédilection tourne autour des 15 degrés. Allez, un dernier. Ici, la courbe semble se comporter comme dans le graphique précédent. Rappelez-vous, croissance puis décroissance. Mais attention, là, il y a une petite subtilité. En abscisse, c'est le temps sur une année qui est représenté. Avant le mois de janvier, à gauche, il y avait le mois de décembre de l'année précédente. Et à droite du mois de décembre, au bout de l'axe, il y a le mois de janvier de l'année suivante. Donc ici, on dit que la courbe, elle oscille, c'est-à-dire qu'elle est croissante puis décroissante et que normalement, cela se répète de façon cyclique à un rythme régulier, en l'occurrence ici tous les ans. Il s'agit en fait du cycle des saisons. La température de l'air, en ordonnée, augmente puis diminue au fil des mois de l'année. Cette variation saisonnière est cyclique, c'est-à-dire qu'elle se répète au fil des saisons, chaque année. Il y a un vocabulaire précis qui doit être utilisé pour décrire la courbe dans un graphique. Quand on dit que la courbe varie, en fait on n'a rien dit, parce que la courbe, elle peut varier de plein de façons différentes. En voici quelques-unes. Ici, la courbe, elle s'élève de la gauche vers la droite en suivant l'axe des abscisses. On dit que la courbe est croissante, elle croît. En dessous, c'est l'inverse. La courbe descend de la gauche vers la droite. On dit que la courbe est décroissante, elle décroît. Encore en dessous, là, les ordonnées restent à la même valeur, ne varient pas, quelle que soit la position en abscisse. On dit que la courbe stagne, du verbe stagner. En bas, on observe une courbe qui croît puis décroît de façon répétée, régulière et cyclique. On dit que la courbe oscille.
En haut à droite, la courbe croît de façon régulière. Elle s'élève toujours à la même vitesse tout le long de l'axe des abscisses. Ici, la courbe, elle est toujours croissante, mais vous remarquez qu'elle ne s'élève pas toujours à la même vitesse en fonction de l'endroit où l'on se trouve sur l'axe des abscisses. Elle croît, mais de façon irrégulière. Même chose pour ces deux courbes qui oscillent, mais de façon non régulière ou irrégulière. En bas à gauche, les oscillations étaient régulièrement espacées le long de l'axe des abscisses, et toujours de même amplitude sur l'axe des ordonnées. À droite, le rythme des oscillations est irrégulier, ou alors c'est l'amplitude des oscillations qui change le long de l'axe des abscisses. Pour finir, les points. En fait, la courbe, c'est un assemblage de points. Elle relie les points du graphique entre eux en respectant une succession croissante le long de l'axe des abscisses, c'est-à-dire ici en rejoignant les points de la gauche vers la droite. Voici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. La courbe relie bien tous les points, mais à deux endroits sur cette courbe, les points sont reliés en allant à reculons par rapport au sens de l'axe des abscisses. Et ça, c'est interdit. Que veulent dire les points de la courbe? Prenons-en un au hasard. Ce point sur l'axe des abscisses, en bas, il correspond au 58e jour. À gauche, sur l'axe des ordonnées, il correspond à peu près à 3,6 cm. Cela signifie qu'au 58e jour de mesure, les faces me mesuraient 3,6 cm de long. Le dernier point de la courbe correspond en abscisse au 94e jour et en ordonnée à 6,8 cm. Cela signifie qu'au 94e jour de mesure, les faces me mesuraient 6,8 cm de long. Le premier point de la courbe correspond en abscisse au premier jour de mesure et en ordonnée à 1 cm de longueur. Cela signifie qu'au premier jour de mesure, les faces mesuraient déjà 1 cm de long. Chaque point de la courbe correspond en fait à deux coordonnées. Une coordonnée en abscisse et une coordonnée en ordonnée. Dans ce tableau, on retrouve bien les valeurs correspondant aux points vus précédemment sur la courbe. Quand on construit un graphique, on va le faire cette année, on part du tableau, on place d'abord chaque point, puis on les relie entre eux pour former la courbe qui représente ici la croissance des phases. Bon, pour résumer, la première chose à faire quand on vous présente un graphique, c'est de trouver et de lire attentivement le titre. Pour moi, c'est presque le plus important. Ensuite, il faut repérer les axes, les abscisses, les ordonnées et trouver quelles variables ils représentent. C'est à ce moment-là que vous pouvez vous pencher sur la courbe. Comment varie-t-elle? Est-elle croissante, décroissante, etc. Enfin, il faut trouver dans le graphique les éléments utiles qui vont vous permettre de répondre aux questions ou à la consigne. On n'oublie pas non plus de donner des valeurs chiffrées dans sa réponse si c'est possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'ai essayé d'utiliser des graphiques sur lesquels vous travaillerez dans les semaines qui viennent. Ça devrait vous filer un petit coup de pouce. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez lors du prochain cours, et rassurez-vous, en cas de difficulté, je serai là pour vous épauler et vous réexpliquer tout ça pendant les séances. À très bientôt!